je dirais, les incitations éventuellement qui sont mises en œuvre pour aller vers cette transition, pour se doter de véhicules hybrides ou électriques lorsqu'on est une entreprise, mais aussi un particulier? Alors, il y a des aides, bien évidemment, de l'État à l'acquisition de véhicules électriques ou des fois que électriques. Certaines années, c'est électrique et hybride rechargeable aussi. Le problème de la fiscalité française, c'est qu'elle change tous les ans avec la loi de finances. Et là, on est en plein dedans puisqu'elle est à nouveau complètement rebattue avec tout ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas beaucoup de vision. C'est un peu gênant d'avoir, notamment pour les entreprises, c'est d'avoir une vision un peu sur un court terme ou un moyen terme à 3 ans. Et là, on ne sait pas d'une année sur l'autre. On a les hybrides rechargeables qui sont défiscalisés. L'année d'après, c'est plus défiscalisé. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, le véhicule électrique comme deuxième voiture. Quand on a une deuxième voiture dans un foyer, généralement, c'est une voiture d'occasion, pas très chère. Oui. Alors qu'un véhicule électrique, pour l'instant, d'occasion, il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont chers, les véhicules électriques. Et je reviens à la remarque de Vincent tout à l'heure. 300 km, ils demandent 300 km d'autonomie. Donc, justement, on va faire agir Vincent en tant qu'entreprise, mobility manager chez Engie. Il y a des incitations pour que nos entreprises se dotent de ce type de véhicules? Surtout, je pense que les entreprises doivent être les ambassadrices, si je puis dire, de ce mode de transport. Et en proposant de la mobilité électrique partagée, on propose maintenant à nos collaborateurs d'utiliser à des fins personnelles les véhicules électriques d'Engie le week-end. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens vont privilégier l'usage à la possession. Et je pense que c'est en étant les ambassadeurs qu'on pourra développer le véhicule électrique via les grandes entreprises, puisqu'il y a Engie, mais il y a aussi d'autres entreprises comme Orange qui développent également ce type de mobilité partagée. Rappelez-nous combien le parc de véhicules d'Engie est doté de véhicules hybrides et électriques, si on additionnait les deux? Alors, plusieurs centaines pour les véhicules électriques et hybrides. Nous avons un plan pour justement les développer de plus en plus, mais surtout, on essaie également de regarder au-delà de l'électrique l'hydrogène, puisque l'hydrogène, on a fait l'acquisition récemment de 50 Kangoo hydrogène pour Cofeli. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va encore au-delà de l'électrique. Johan, vous voyez ces évolutions, vous, en tant que CEO de ChargeMap, vous les appréhendez dans les habitudes des uns et des autres, que ce soit entreprise ou particulier? Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises sont vraiment en train de se poser la question du passage au véhicule électrique. Et ça génère tout un tas de points qu'il faut régler. La recharge, l'autonomie, la gestion des véhicules, la pédagogie. Et je pense que ça, c'est un point qui est extrêmement important. Accompagner correctement les collaborateurs vers l'électrique, leur expliquer comment on recharge à l'intérieur de l'entreprise, comment on recharge à l'extérieur, quels sont les points de vigilance. Tout ça, c'est un nouveau monde en fait que l'entreprise doit appréhender et c'est pas forcément nouveau évident. Paradigme pour les entreprises et pour les particuliers. Plan de recharge, vous avez évoqué le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, Claude, on peut dire qu'on a une bonne couverture si on se dote d'un véhicule électrique? Est-ce qu'on a des bornes de recharge à peu près partout? Oui, la France est un des pays assez leader dans le domaine. Je crois que la France est le 3e pays en taux d'équipement derrière la Norvège et les Pays-Bas. On a une infrastructure de recharge publique qui s'est déployée sous l'initiative de l'ADEME, du gouvernement. Aujourd'hui, on a un peu plus de 30 000 points de charge disponibles en France. Bon, il y a beaucoup de sessions de charge qui se font à domicile, forcément, au travail. Mais aujourd'hui, trouver une borne de recharge, nous, c'est pas compliqué. Dans nos applicatifs, nos clients, ils retrouvent facilement une borne, son tarif, a le moyen d'accéder. Donc, c'est toujours en progression. C'est jamais assez, mais déjà, on a un réseau de recharge rapide sur les autoroutes, qui a un premier maillage qui a été opéré il y a à peu près 2 ans, qui continue. Il y a maintenant des initiatives privées. Les autoroutes en France sont dotées de points de recharge. Oui, absolument. Tous les 80 km, vous avez un point de charge rapide. Alors demain, est-ce que c'est suffisant pour absorber les grands volumes de véhicules électriques qu'on attend? Non. C'est pour ça qu'il y a des initiatives complémentaires qui viennent compléter. Il y a des initiatives privées, des grands groupes qui s'y mettent, comme les pétroliers, comme la grande distribution. Donc le maillage, il est aujourd'hui présent et il ne faut pas l'oublier. Et ça sert aussi à éduquer le consommateur. Nous, chez EasyTrip, on le voit très bien. Dès lors qu'il y a des bornes qui sont installées, les clients nous appellent.
Ils nous disent comment on y accède, comment on fait, comment ça marche, et on leur explique. Rappelez-nous l'autonomie, Vincent, des véhicules, par exemple chez Engie, c'est quoi Alors aujourd'hui, on est sur des véhicules de tourisme classiques de première génération qui ont environ 150 km réels. Mais demain, sur 2019-2020, on va doubler cette autonomie puisqu'on va être à plus de 300 km réels. Je rappelle que les deux ennemis du véhicule électrique sont la température et la vitesse. Il faut bien l'avoir en tête. La vitesse Au-delà de 100-110 km/h, on va dire que les batteries, elles prennent un peu plus que le kilomètre débité. C'est-à-dire qu'un kilomètre parcouru égale peut-être 1,5 km débité en batterie. Voilà. Yves Guita, sur la technologie, un mot? Alors effectivement, si on rajoute la clim, qu'on est à plus de 110 sur les autoroutes et qu'on met la radio, ça limite un petit peu l'autonomie. Alors, je crois que ce qui progresse le plus, ce n'est pas nécessairement les infrastructures de recharge ou les véhicules eux-mêmes, c'est la batterie. Sur la batterie, on est en train de... On va passer on est au lithium-ion pour la plupart du temps. On va sur du lithium-ion à électrolyte solide qui vont permettre d'augmenter les autonomies. On travaille sur du ion sodium, sur du ion potassium. On parle de graphène. Donc ça avance très 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 vite. Le graphène, par exemple, les batteries au graphène, un smartphone pourra être rechargé à 81% de son autonomie, de sa puissance, de ses capacités en 30 secondes. Et sur les batteries, ce sera applicable. Mais messieurs, est-ce que tout ça c'est standardisé? Parce que moi j'entends parler de prises, de Voilà. câbles qui ne sont pas toujours en convergence. Est-ce qu'on est aujourd'hui, sur le plan industriel, en cohérence avec ce que l'on veut vendre tant aux entreprises qu'aux particuliers? Moi, la première fois que j'ai pris une Tesla, une 77, j'avais 5 câbles dans le coffre. C'est pas possible, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on a combien? On n'a plus qu'un câble, 2 câbles, un pour la maison, un pour une charge rapide. Je crois qu'il y a 4 types de bornes, des lentes, des semi-lentes, des semi-rapides et des rapides. Une On parlait de réaction, Claude, pédagogie là-dessus? tout à l'heure. Il faut bien voir qu'on est dans un marché en pleine naissance. Okay, ça a démarré en 2011. À l'échelle d'un marché, il faut laisser le temps au temps. Oui, mais si on veut inciter nos aujourd'hui, concitoyens au changement de paradigme, est-ce qu'à l'échelle européenne, on ne pourrait pas s'entendre plus qu'on ne le fait aujourd'hui? C'est le cas. Aujourd'hui, vous avez la standardisation sur la recharge rapide, c'est le CCS. Bon, je vais parler un peu technique, c'est le CCS. Donc c'est une prise attachée à la borne. Donc le client il n'a pas besoin de son câble dans le coffre, c'est attaché à la borne. Ça permet de recharger toutes les voitures. Tesla s'y met, Volkswagen, tout le monde. Renault aussi, ça c'est standardisé. Après, sur les bornes où il n'y a pas le câble, la prise elle est également normée, standardisée à l'échelle européenne. Ça s'appelle le T2. Voilà, donc maintenant, industriellement, il faut aussi faire avec le passé. Il y a des bornes qui ont été déployées avec un standard autre, différent. Mais ça, c'est pas très grave. Engie travaille sur ces questions-là? Oui, alors Engie travaille sur ces questions-là puisque, comme vous le savez peut-être, Engie a une filiale qui s'appelle EVBox, qui est un des leaders de la fabrique de bornes de recharge dans le monde, avec plusieurs dizaines de milliers de bornes déployées. Et donc, évidemment, nous travaillons notamment à la fois sur les bornes, mais également sur tout ce qui touche au smart charging, donc l'intelligence dans la recharge. Et ça intéresse les flottes. Et oui. Johan, un mot là-dessus? Moi, je pense que ces différents standards, etc., ils montrent aussi la nécessité de travailler la simplification de l'expérience utilisateur sur les bornes de recharge. Aujourd'hui, c'est, pour être franc, encore un petit peu compliqué pour le client lambda de se retrouver dans les différents types de prises, des cartes d'accès, etc. Et je pense qu'il y a un besoin que tout l'écosystème travaille ensemble pour simplifier cette expérience, pour que derrière le client, lui, ce soit simple en fait. Il n'y a pas de question à se poser. Voilà. Rappelez-nous, tous les quatre, nous Français, nous sommes positionnés comment dans ce changement donc, à l'échelle européenne et mondiale? Vous avez quelques éléments là-dessus, Claude? Le marché français, il ne faut pas l'oublier, c'est le premier marché en volume en Europe pour le moment. Donc je trouve que politiquement, on est bien positionné. D'un point de vue, on a un constructeur Renault, l'alliance Renault-Nissan, qui a quand même montré la voie, suivi par l'ensemble des autres. On a des entreprises, des startups dans les véhicules autonomes, dans la recharge. On a un écosystème qui se bâtit. On a des services associés. Nous, on est une société française. On offre du service à l'ensemble des constructeurs automobiles dans ce domaine-là. Oui, je pense qu'on est plutôt dans le tempo. Parlons prix. Pourquoi est-ce si cher, Yves Guita?
Parce qu'une batterie, c'est cher à fabriquer. Ça utilise des métaux rares. Et puis, effectivement, comme on est sur des petits volumes, quand on sera sur des volumes de masse, les prix vont Donc baisser. c'est le chat qui se mord la queue, on ne peut pas faire un peu de Fordisme là? Écoutez, vous reprenez le modèle Tesla. Il a commencé sa stratégie avec le modèle S à plus de 100 000 euros. Il arrive sur le marché industriellement avec un véhicule en masse qui s'appelle le modèle 3. Qui fait 50 000 euros. Qui fait à peu près 50 000 euros. Mais regardez déjà la différence. Et tout le monde se l'arrache. C'est le premier véhicule vendu aux États-Unis au mois d'octobre et au mois de novembre. Qui est à 50 000 euros. Oui, tout à fait. Ouais. Ou 50 000 Et c'est $. devant Ford et les gros mastodontes aux US. Donc, c'est que les US sont toujours un peu précurseurs. Ça va arriver en France. Tout le monde est en train de faire la queue pour acheter une Model 3. Donc, c'est pour ça que le prix, moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2018, c'est pas encore complètement le sujet. Quel est le prix d'un véhicule urbain vie quotidienne? 20 000 euros? En thermique ou en électrique? Électrique. En électrique, c'est une Zoé, ça démarre à 20 000 euros. 20 000 euros. C'est ça, avec l'aide gouvernementale. Alors, il faut regarder, il faut comparer. Avec l'aide gouvernementale. Oui, bien sûr. D'accord. Et par rapport à un véhicule thermique comparable, un véhicule hybride rechargeable aujourd'hui coûte à peu près entre 20 et 30% plus cher, et un véhicule électrique peut coûter jusqu'à 50% plus cher.